à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute sans tarder avec Info 10. Nous sommes le mardi 30 août 2022 et le ciel était gris aujourd'hui, comme ces derniers temps d'ailleurs. Et pour cause, une épaisse brume de sable traverse la Caraïbe en ce moment. Un temps relativement quand même assez dégueulasse qui devrait perdurer jusqu'à jeudi après-midi. On devrait commencer à avoir une faveur, une accalmie qui devrait être de courte durée par contre, puisqu'un autre énorme nuage se profile à l'horizon comme vous pouvez le voir. Et la Comadil, qui assure les rotations entre la Désirade et la Guadeloupe continentale, annonce la suspension des dessertes. Le port envahi par les sargasses n'est pas fonctionnel. Les embarcations doivent donc rester à quai. Quid de la continuité territoriale? On a quand même une pensée effectivement pour les habitants de la Désirade qui régulièrement ont des difficultés à se rendre ici en Guadeloupe continentale. Et chaque mois, nous avons droit à la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers qui sont fixés par la préfecture. Il n'y a pas de concurrence en Guadeloupe, il faut le savoir. Et pour le mois de septembre, les porte-monnaies pourront respirer avec une baisse conséquente des prix. Le super samplon perd 28 centimes et passe à 1,64 €. Le gazole, lui, 20 centimes et coûtera donc 1,68 €. À noter que les départements d'outre-mer ne sont pas concernés par la réduction de 30 centimes annoncée par le gouvernement. Aucun accord n'a été trouvé avec Total qui n'a pas accordé à nos territoires la fameuse ristourne de 20 centimes d'euros dont vous avez entendu parler très certainement. Parlons maintenant de l'association Oxygène pour Pointe-à-Pitre qui organise une collecte de fournitures scolaires à destination des familles en difficulté. À l'heure où l'inflation entraîne de grosses augmentations des prix, cette aide est la bienvenue. Une collecte en partenariat avec la Librairie Générale. Le reste en images. Nous sommes là aujourd'hui suite à un constat que tout le monde connaît. C'est ça qui repose sur les difficultés des familles à organiser les enfants pour la rentrée scolaire. Quand je dis organiser les enfants, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire les vêtir, leur donner le matériel nécessaire pour passer une bonne année scolaire. Et donc nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose, il faut faire jouer la solidarité, parce que nous sommes convaincus que les Guadeloupéens sont solidaires. Nous avons 2 numéros de téléphone, c'est le 400 556, forcément un portable, et un deuxième 487 987. Oui, en effet, on a l'association Oxygène pour Pointe-à-Pitre qui s'est présentée à l'entrée du magasin et en fait qui en profitait pour demander à tous nos clients qui viennent finir leur liste scolaire, fignoler les dernières choses qui leur manquent, s'ils avaient possibilité de faire un don quelconque pour qu'ensuite ça puisse être redistribué à des écoles de Pointe-à-Pitre pour les élèves, quoi. Voilà, et donc c'est ça exactement, et donc ils sont venus sur les bons jours puisque les jours, la veille de rentrée, c'est les jours où on a le plus de passages et j'ai l'impression que l'opération a plutôt très bien marché, donc on est très content. Mais généralement ça se compte, ça va être 2-3 cahiers par personne, les gens vont acheter des stylos, voilà. Même on a pris le temps parce qu'on voyait qu'il y avait certains produits qui n'étaient pas trop priorisés, de les mettre en avant et de dire bah tiens, on n'a pas eu de pinceau, on n'a pas eu de peinture, est-ce que vous pourriez plutôt nous donner ça? Et donc ouais, généralement les gens vont prendre 4 pinceaux et une boîte de peinture, ce genre de choses. Généralement ça s'élève pas forcément au-delà de 10 €, mais bon, de toute façon tout don est bon à prendre, quoi. Nous du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'équivalent d'une liste en leur demandant quels étaient les produits qu'ils n'avaient pas eu du tout, et ceux-là on a vraiment fait en priorité. Donc du coup tout ce qui était peinture, palette, les pinceaux, etc., où ils en avaient quasiment pas eu du tout, on a vraiment mis ça en priorité. Puis on a rajouté des petites choses à côté et on avait quelques produits qui ne pouvaient plus être destinés à la vente parce qu'ils avaient subi des légers chocs. Voilà, par exemple un pot de peinture qui a été légèrement abîmé sur l'extérieur ne peut plus être destiné à la vente et on en avait en surstock ici. Donc on a donné, je sais pas, une dizaine de grandes bouteilles de 1 litre, 1,5 litre de peinture.
Je compte donner quelque chose. Ouais, je vais donner quelque chose. Je ne sais pas encore, mais parce que ce sont des enfants. Ils sont en difficulté et vous les aider. Donc, autant que je participe au mieux pour leur apprentissage. Vous avez donc jusqu'au 15 septembre si vous souhaitez participer. Et on part pour le séminaire Maya Village qui vise à améliorer la formation des professionnels de la petite enfance. L'occasion de travailler la cohésion de groupe et d'affiner l'accueil des enfants différents. C'est très important. Le reportage. Premier séminaire sur la Guadeloupe pour nos établissements d'accueil de jeunes enfants du groupe Maya Village. Alors le séminaire a deux objectifs. Un premier objectif, c'est de permettre de la formation à l'ensemble de nos professionnels sur un sujet d'actualité, ce qui va leur permettre aussi de réfléchir ensuite, de discuter quand elles vont retourner au sein de leurs établissements. Deuxième objectif, c'est aussi de travailler la cohésion au niveau du groupe, puisque chacun travaille de son côté, alors que nous appartenons au groupe Maya Village. Donc c'était aussi l'intérêt de passer 2 jours ensemble. Nous avons eu aussi hier soir une soirée conviviale pour pouvoir travailler cette cohésion de groupe. C'est avec plaisir que nous avons répondu présente pour pouvoir un peu, j'ai envie de dire, échanger. J'ai envie de dire de professionnel à professionnel. L'idée, ce n'est pas d'être des sachants devant des non-sachants. Les professionnels de crèche ont aussi un savoir-faire et une expérience. Il s'agissait pour nous de pouvoir aborder les enjeux, effectivement, de cet accueil d'un enfant différent en crèche, ce par quoi les parents peuvent passer, quelles sont les incidences aussi de l'arrivée de cet enfant différent au sein de la famille et comment un partenariat et j'ai envie de dire un parcours ou encore un cheminement peut se mettre en place entre parents, professionnels et acteurs des structures médico-sociales. Cela correspond aux orientations qui nous sont demandées par la loi, donc la loi du 11 février 2005, et aussi les recommandations au niveau de la caisse d'allocation familiale, de permettre à l'ensemble des familles, qu'elles aient des enfants porteurs de handicap ou pas, de pouvoir accéder à l'ensemble de nos crèches. Alors pour les enfants porteurs de handicap, nous ne faisons pas de différence. La seule chose qu'il y a lieu de faire, c'est de s'assurer que nous allons pouvoir, à partir de sa différence, l'accueillir dans de bonnes conditions. Alors évidemment, les bonnes conditions vont être négociées avec l'équipe qui suit l'enfant, avec le médecin de la crèche, avec l'organisation de la structure. Mais l'idée, c'est de permettre à chaque enfant de pouvoir venir à la crèche, de profiter de tout ce qu'on va retrouver autour du bien-être, de la santé, et qu'il évolue parmi les autres enfants tranquillement dans sa petite vie, quelle que soit sa différence. On a vraiment abordé avec les professionnels la notion d'inclusion, étant entendu qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, d'attitude type. On n'a pas de recette à donner aux professionnels. Par contre, il s'agit bien d'établir j'ai envie de dire, un maillage en interne au niveau des crèches, c'est-à-dire de réfléchir à cette question de qu'est-ce que ça implique, comment ça peut impacter aussi les professionnels de recevoir un enfant en situation de handicap, qu'est-ce que c'est pour eux le handicap, qu'est-ce que ça représente. Et moi, je le vois davantage dans une démarche vraiment de construction. Alors c'est vrai que c'est quand même un aspect qui est réglementé. Il y a des textes de loi qui régissent cet accueil, qui conditionnent cet accueil, et de voir comment, effectivement, au regard de ce que prévoit la loi, qu'est-ce qu'on y met dedans et comment est-ce qu'on construit ensemble cet accueil. Un reportage signé Olivier Félix. Et la Caisse générale de sécurité sociale, elle sensibilise les usagers sur les dépôts de dossiers de retraite. Ils doivent être réalisés 6 mois avant le départ des salariés de manière à éviter les couacs. Il s'agit pour la Caisse de reconstituer au mieux votre carrière pour ne pas être lésé ou patienter effectivement longtemps après votre départ. On fait le point avec Betty Bessery, directrice de l'assurance maladie. C'est pour nous important que nous puissions sensibiliser les assurés sociaux sur le dépôt de leur dossier 6 mois avant de partir à la retraite. Les 6 mois, c'est pour nous permettre de
d'examiner la carrière. Est-ce que la carrière correspond à votre parcours professionnel que vous citez? Est-ce qu'il n'y a pas de trou dans la carrière? Est-ce qu'il n'y a pas des années qui manquent? Est-ce que lorsque vous avez effectué une carrière, on le voit à l'étranger ou dans des pays européens, on voit effectivement que tous les trimestres sont là. Donc, nous avons besoin d'avoir du temps de reconstruire la carrière. Et c'est la raison pour laquelle surtout aussi lorsque la personne a travaillé dans plusieurs régimes différents. Vous avez des personnes qui ont travaillé, ont été salariés, mais ont travaillé effectivement dans le bâtiment. Ils ont été marins-pêcheurs, ils ont été agriculteurs. Donc, vous voyez, ça fait autant de régimes différents qu'il y a pour reconstruire effectivement une carrière unique. Alors, nous avons une difficulté aujourd'hui parce que sur 100 personnes environ, nous n'avons que 30 personnes qui déposent leur dossier 6 mois à l'avance. Et là, il aurait au moins fallu, pour qu'on soit vraiment à l'aise, qu'on ait au moins 60% de gens, c'est-à-dire 60 personnes sur 100 qui déposent ce dossier dans les 6 mois. Pour autant, nous avons mis une organisation en place qui nous permet de payer les personnes qui déposent leur dossier suffisamment tôt dans un délai dans les 53 jours. Donc, nous sommes à l'aise. Nous avons l'un des meilleurs délais de paiement de nos dossiers. Mais il faut absolument que la population, celle en âge de déposer un dossier de retraite, c'est-à-dire à partir de 62 ans ou bien 60 ans s'il s'agit d'inaptitude au travail, donc il faudrait que nous puissions les aider pour qu'ils puissent nous contacter un peu avant 6 mois pour qu'on puisse les accompagner et pour qu'ils puissent réellement déposer le dossier à 6 mois avant leur départ. Retour maintenant sur ce partenariat entre la ville de Morne-à-l'Eau et la SIG en faveur du développement de l'habitat. Le bailleur social entend rénover son parc de logements en associant les locataires. Olivier Félix. Je dirais renouveler, renforcer avec la ville de Morne-à-l'Eau sur notre parc existant. L'objectif de ce partenariat est d'associer les habitants, nos clients, dans les programmes de travaux et de réhabilitation que nous menons sur notre parc. C'est aussi de participer au développement, je dirais, de la solidarité par la mise en place d'équipements pour les familles, pour les enfants, équipements sportifs, équipements de loisirs au sein de nos résidences, de créer d'autres équipements en interrogeant nos locataires, de travailler aussi sur leur cadre de vie, sur la question de la gestion des déchets. Nous allons reprendre les locaux poubelles, travailler de concert avec la collectivité sur les plannings de ramassage, notamment des encombrants. Nous allons aussi travailler sur la question de la sécurité sur notre parc, dans la gestion des VHU. Et de la sécurité tout court aussi sur le parc avec la question de la vidéosurveillance. Donc le but étant pour nous et la collectivité d'avoir une démarche commune destinée à améliorer le cadre de vie de nos habitants sur le parc de la SIG à Morne-à-l'Eau. Je rappelle que le parc de la SIG à Morne-à-l'Eau, il n'est pas négligeable, c'est quand même un peu plus de près de 1200 logements, c'est 25% du parc social. Donc cette convention fait sens avec cette collectivité. Nous voulons que notre ville reste belle, nous voulons préserver sa durabilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, etc. Donc, nous voulons préserver tout cela. Et en même temps, nous voulons accueillir ceux qui veulent y habiter. Et c'est pour cela que nous voulons des logements bien réfléchis, bien personnifiés. Et puis, permettre aussi que Morne-à-l'Eau retrouve sa grandeur d'antan. Nous avons aujourd'hui 16 800 habitants. Nous voudrions atteindre une strate d'habitation bien plus large dans quelques années afin que Morne-à-l'Eau, parce que vous savez, quand on dépasse les 20 000 habitants, les dotations sont renforcées, on reçoit d'autres bénéfices. Il y a beaucoup en matière de financement, etc. Donc, notre objectif, c'est que la population s'accroisse un petit peu. Et vous savez, il y a beaucoup de demandes, je ne vous le cache pas, puisque nous sommes la porte d'entrée du Nord-Grande-Terre. Nous sommes à côté de Perrin-Abim, du CHU, de l'aéroport. Nous sommes à quelques minutes de l'aéroport. Morne-à-l'Eau doit retrouver sa grandeur et puis pouvoir accueillir ceux qui veulent y rester, ceux qui sont demandeurs.
Et il y a quelques jours, les pompiers de la brigade cynophile ont réceptionné de nouveaux véhicules armés pour leur mission. De quoi améliorer les interventions et récupérer les serpents que certains inconscients abandonnent, par exemple. Le reportage. Effectivement, nous sommes là aujourd'hui pour mettre à la disposition de nos pompiers des véhicules adaptés qui répondent à leurs besoins, qui répondent aux besoins de la population. Je crois que le président du conseil départemental, lui, dans la logique de la mandature, souhaite que les pompiers soient les mieux dotés, soient très bien équipés. Donc on est encore dans cette logique-là avec 3 types de véhicules armés qui permettent de répondre à des objectifs très clairs, très distincts. Un véhicule qui est consacré aux animaux, donc les pompiers qui travaillent, par exemple, dans la section cynophile, des véhicules aussi adaptés pour nos médecins. Donc, quelque part, c'est une façon aussi de rapprocher cette notion de sécurité à notre population. Aujourd'hui, les véhicules iront directement sur les lieux problématiques. Donc, voilà, nous sommes fiers, en tout cas, avec le directeur du SDIS, monsieur le colonel Félix Anténor Abazac, de répondre à ces besoins qui sont quotidiens, qui ont certainement pris du temps auparavant, mais notre objectif, c'est d'accélérer un peu ce temps, faire en sorte que la population guadeloupéenne soit toujours dans une disposition sécuritaire maximum. Ça fait un petit moment qu'on est dans l'attente pour permettre de Bastère de partir sur des interventions et à notre vétérinaire aussi d'intervenir sur tout ce qui est bovins et autres serpents sur le secteur. En cyno, nous avons des entraînements 2 fois par semaine. En sauvetage animalier, nous faisons chaque regroupement. Nous revenons sur les premiers gestes et comment aborder certains animaux. Et nous avons aussi je dirais entre guillemets, un petit partenariat avec M. Jason, qui est, fait partie de l'ONCF pour pouvoir aborder l'approche du serpent. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui pour vous? C'est de pouvoir avoir un départ de Bastère. Parce que nous avons déjà un véhicule cyno sur le centre des abîmes qui nous permet de partir en intervention recherche de personnes égarées ou ensevelies. Et aussi, on a du matériel pour faire du sauvetage animalier. Mais quand il faut partir des abîmes pour aller sur Bastère, faire une intervention avec le véhicule, ça va nous faciliter la tâche d'avoir un véhicule déjà sur Bastère qui peut prendre le départ. Et nous signalons la disparition de Madame Alexis Arlette. Cette femme de 81 ans, atteinte d'Alzheimer, a quitté la clinique des Nouvelles Eaux Vives à Saint-Claude depuis le 29 août vers 22h. Si vous l'avez aperçue ou avez des informations à son sujet, n'hésitez pas à contacter la brigade de Saint-Claude au numéro qui s'affiche, le 05 90 41 45 69 ou tout simplement le 17. Et on part maintenant pour l'inauguration de l'espace France Service de la ville de Sainte-Rose. Bonjour, vous allez bien ? En fait, ça fait partie des engagements que j'avais pris envers la commune de Sainte-Rose quand j'étais venu en février dernier. Je souhaitais qu'un certain nombre de travaux soient lancés et qu'on puisse faire le point avec le maire à l'occasion d'une visite communale. Je voulais la faire au début de l'été, puis finalement je la fais maintenant. C'est tant mieux parce qu'on a encore plus avancé avec la commune sur un certain nombre de sujets. Et notamment, on va pouvoir inaugurer la maison France Service, qui est symbolique, qui est cette structure dans laquelle l'ensemble des concitoyens de Sainte-Rose pourront venir chercher la proximité du service public. Avec monsieur le préfet et les différents services de l'État, une belle délégation qui nous visite aujourd'hui pour que nous puissions faire le point sur les différents dossiers de la ville, ceux que nous avons entamés depuis quelque temps. Il s'agit notamment des dossiers de la politique de la ville, de la cité éducative, également le dossier important de l'inauguration de la maison France Service que nous allons faire dans quelques minutes. Et puis, discuter sur notre candidature à Quorum, donc les mesures importantes financièrement que nous devons prendre, et notamment au niveau du personnel, pour nous permettre désormais de rentrer dans un schéma plus sérieux et dans la gestion de la ville et avoir quelques perspectives pour l'avenir. Le reportage de Michel Depape.
Et on parle sport maintenant avec la finale du basket Guadatour, un tournoi en 3 contre 3 qui a fait le tour de l'archipel. Regardez. Le comité de la Ligue, le comité directeur de la Ligue a décidé de lancer ce qu'on appelle le Basket Tour Guada. Le Basket Tour Guada, c'est en 5 étapes. Les 5 étapes ont eu lieu à Basse-Terre, devant la mairie de Basse-Terre, Port-Louis sur la plage de Suffleur, à Bémaro devant la mairie de Bémaro, au Moule devant la mairie du Moule et aussi aux Abîmes à Bois-Ripeau. Je dis bien pourquoi j'ai insisté sur les lieux, c'est pour vous montrer que le terrain 3-3 se déplace dans tous les coins, dans tous les endroits difficiles, de façon que les jeunes puissent se déplacer. C'est une façon pour nous de nous rapprocher de notre population de basket et aussi de faire découvrir ce basket 3-3 qu'on a l'habitude de le faire depuis tantôt, qu'on appelait vulgairement chez nous en souhait. Maintenant, ce souhait est organisé, tout simplement parce que ce souhait est organisé aux Jeux Olympiques. Voir aujourd'hui ce tournoi mis en place par la Ligue et le terrain de basket offert par la région, et chaque commune aura par la suite un terrain de basket à placer dans des quartiers, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, c'est la finale, les jeunes sont contents, il y a 12 équipes de garçons, 8 équipes de filles. Voir le nombre de jeunes au gymnase Valère Lamy, ça veut dire qu'il y avait un manque, il y avait un besoin. Donc la région sera aux côtés de la Ligue pour pouvoir les accompagner à aller plus loin. Je suis satisfait parce que je vois, il y a toutes les équipes sont présentes, il y a 18 équipes présentes. Je vois, il y a même une équipe de la communauté Saint-Domingue, il y avait une équipe d'Haïti qui a été éliminée. Ça veut dire que je constate qu'au moment T, avant le début du championnat, tous les jeunes sont présents. Pour moi, le 3-3, c'est nous aussi pour eux une façon de préparer la rentrée du championnat de 5-5. Encore une fois, le 3-3 ne gêne pas le basket 5-5, mais c'est encore une porte d'ouverture parce que le CREPS Antilles-Guyane va se doter d'un espace 3-3 avec 2 terrains. Et c'est à nous, Ligue de Guadeloupe, avec les instances, les partenaires, tous nos partenaires, de trouver comment nous allons créer le pôle 3-3, comme le pôle Espoir, mais le pôle 3-3, de façon pour qu'on sorte une équipe de la Guadeloupe de 3-3 qui va sillonner la Caraïbe et le monde entier, semi-professionnel, pour qu'on puisse avoir une équipe pour les Jeux Olympiques 2028. Car nous avons le label en Guadeloupe Terre de Jeux 2024. C'est à nous maintenant de l'utiliser pour permettre à ces jeunes de s'épanouir un peu partout dans le monde. L'année prochaine, c'est déjà inscrit dans notre programme. Il y aura le tournoi en tant que championnat de la Guadeloupe 3-3. La FIBA va organiser en Guadeloupe le premier Open Plus où il y aura des équipes d'étrangers qui sont présentes en Guadeloupe. Et aussi, on va essayer de faire une grosse manifestation avec toutes les entreprises de la Guadeloupe sur une journée, ce soir, le 3-3 entreprise. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une importante information qui satisfera tout le monde, sans aucun doute. Le super sans-plomb perd 28 centimes et passe donc à 1,64 € à compter du 1er septembre. Le gazole, lui, perd 20 centimes et coûtera 1,68 €. À noter quand même que nous ne bénéficions pas de la réduction de 30 centimes qui a été annoncée par le gouvernement et qu'aucun accord a été trouvé avec Total. Total qui concède effectivement 20 centimes de ristourne au national, ce qui ne sera pas le cas ici en local. Après nous, on n'aura pas de problème de chauffage pour l'hiver, hein. Donc finalement, on s'en sort pas trop mal. À noter également qu'à partir de jeudi, les choses vont se compliquer pour la France, vu que Gazprom va interrompre les livraisons de gaz à Engie. Là, il n'y aura plus rien. Et Emmanuel Macron, le président, tiendra un conseil de défense sur l'énergie ce vendredi. Il choisit un peu le même format que le conseil de défense sanitaire pour la gestion de crise Covid. On verra si c'est aussi opaque, n'est-ce pas? En tout cas, vendredi commenceront les conseils de défense autour de l'énergie pour qu'ils se préparent effectivement à tous les scénarios possibles pour la fin d'année avec le froid qui arrive. En tout cas, merci à vous tous pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. Bisous, bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, la visite du conseil départemental dans les collèges. La rentrée, c'est très bientôt. J'espère que vos listes sont prêtes, que tout est prêt. Ça va aller assez rapidement. Visiblement, ils ont l'air organisés pour cette rentrée. On verra le jour J. Avant de dire bonsoir à tout le monde, vous avez vu effectivement que le prix des carburants a énormément baissé. Bon, on est sur un baril qui est en ce moment aux alentours des $100. Donc ça va plutôt pas mal. D'ici les prochains mois, on verra un petit peu l'évolution. En tout cas, c'est une bonne petite trêve pour les porte-monnaies. Ça va aider tout le monde, surtout pour la période de la rentrée. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Moïse Caramel, à Maggie Delannay, bisous Maggie, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, bonsoir à... Ah non, là, je bannis les marabouts. Je suis désolé. Bonsoir à Agnès Bolmin, bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Patricia de Normandie, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Lélène Chéri, c'est sympa ça. Bonsoir à qui d'autre. Bonsoir à Matt Trinity, bonsoir à Germaine Nem, bonsoir à Grande Gueule, bonsoir à qui d'autre. Il débat comme tous les soirs. Oui, en ce qui concerne les soignants, il faut bien préciser que les suspensions ont toujours effet. Là, pour l'instant, c'est du cas par cas. Les personnes qui réussissent à avoir la levée de leur suspension, en général, c'est vraiment du cas par cas. Et donc, ce ne sont pas des démarches qui sont globales. Hein. Ce ne sont pas des décisions qui sont globales. Sachant qu'au national, des décisions équivalentes ont été obtenues il y a plus de 5 mois, voire même peut-être 6 mois déjà, mais que ça n'a pas été généralisé. C'est là où le bas blesse et ce sera à peu près pareil pour les sapeurs-pompiers qui ont été suspendus. J'ai vu que vous avez d'autres interrogations aussi sur le Facebook. Donc il faudra peut-être qu'on prévoie une émission autour de Clodo pour que vous ayez les avancées sur ce dossier, qui n'avance pas au final de compte. Je ne sais pas si vous êtes abonné, mais abonnez-vous au compte de Fatia Alcabella et de Christophe Sinan sur Facebook ou bien sur Instagram pour suivre un petit peu leur actu, vu qu'ils sont toujours mobilisés encore chaque semaine, chaque week-end, pour demander justice justement pour leur père qui a été tué lors d'une opération de police, une opération de contrôle de police à Déhay. C'était bientôt il y a 2 ans. Hein. Le temps passe très vite, mais finalement, l'affaire n'avance pas. Pour ce qui est des grands frères, on fera un petit point aussi, je pense, pour la rentrée, pour voir ce qu'il en est, mais il n'y a pas beaucoup d'avancées non plus à ce niveau-là. On a lancé une invitation au procureur de la République, on espère pouvoir le recevoir bientôt, de façon à ce qu'il nous explique un petit peu ce qui se passe, même si l'affaire a été finalement délocalisée en Martinique. Enfin, il y aura beaucoup de choses à voir pour le début de l'année. En tout cas, une bonne soirée à vous, on se retrouve demain. Bisous.